À quoi te donnes-tu le droit? Quels sont tes freins et limitations? Quand as-tu vraiment été toi-même en public pour la dernière fois? Nous avons peur du jugement, mais nous jugeons couramment, autant nous que les autres. Que craignons-nous en réalité? Quelle est cette force qui nous rend capables de nous freiner dans nos élans? Bienvenue dans La richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste en choisissant de s'ouvrir sans jugement. Chaque épisode est une invitation à revoir et créer ta propre vérité. En accédant aujourd'hui aux subtilités qui se cachent dans la différence entre se donner le droit et la liberté d'être, tu auras l'occasion de faire le choix de t'accorder enfin ta liberté pour cesser d'avoir peur. D'avoir peur de ce fameux jugement-là. Mais il y a des subtilités vraiment très, très mince entre ces deux choses-là, entre se donner le droit et la liberté d'être. Quand je me suis assise pour faire ma réflexion, pour approfondir ce sujet-là, j'ai vraiment... j'ai eu l'impression là que c'était mince comme une feuille, tellement que c'est très, très subtil, mais je me suis rendu compte que c'est ce qui a fait une grosse, grosse, grosse différence dans ma vie. Je vais te revenir là-dessus plus loin, mais on va commencer premièrement à t'amener vers comment que ça se passe quand on n'est pas dans cette différence-là, comment on peut s'égarer dans une privation de liberté d'être, juste et que on se donne le droit ou pas. Ça va faire une grosse différence dans ta vie. Fait que je t'amène comment ça se vit quand on n'est pas dans la liberté d'être. Premièrement, on a une quête d'exister à tout prix qui nous pousse vers des comportements incompréhensibles. Et quand je parle d'exister à tout prix, c'est pas pour rien que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. On a vraiment tous besoin d'exister. On veut être vu, on veut être entendu. Et bien souvent, parce que dans notre enfance, on a attiré l'attention parfois plus quand on dérangeait que quand on était bienséant, ben c'est ce qui va faire dans bien des cas que on va avoir tendance à vouloir déranger pour attirer l'attention, pour exister, plutôt que de d'avoir des comportements sains ou qui ne dérangent pas en fin de compte. Qui sont pas agressants, je vais dire, parce que on peut déranger agréablement et on peut déranger désagréablement, mais on va dire déranger sainement. C'est souvent ce qui va nous pousser vers des comportements, j'aurais envie de dire, qui parfois nous poussent en dehors de notre système de valeurs, si on peut dire, que ce soit par le biais, autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, souvent, on va regretter des comportements parce que on voulait juste trouver le moyen d'être entendu, trouver le moyen d'être écouté, dans l'espoir d'être compris enfin, dans l'espoir de trouver notre place, d'avoir notre place après des années peut-être de débat où est-ce que on a cru tellement fort qu'on n'avait pas notre place, qu'on a cru devoir se battre pour ça. Et cette bataille-là, c'est un combat fort, ardu et hautement destructeur à l'intérieur de nous. Et à un moment donné, je vais y revenir. Je vais y revenir dans la portion témoignage, mais j'ai été dans cet espace-là. J'ai vraiment été dans cet espace-là où on a vraiment l'impression que même si on lâchait le plus grand cri de mort, là, comme dans les films, là, où ils font un zoom out sur la Terre, puis que tu cries tellement fort que la Terre, il y a comme quelque chose qui surgit, là.
j'ai été dans cet espace-là où tu as l'impression que tu cries au secours, puis qu'il y a personne qui va t'entendre, et encore moins quelqu'un qui va t'écouter. Et dans cet espace-là, c'est là qu'on fait des grosses bêtises. J'y reviens tout à l'heure. Ah, petite gorgée d'eau. J'ai starté au quart de tour aujourd'hui. Je me suis fait prendre par surprise. Je me suis attaquée moi-même avec une montée intense. Deuxième point que je veux soulever au niveau de qu'est-ce qui nous amène dans l'impasse entre se donner le droit et la liberté d'être. Donc, on a une quête d'exister. D'un autre côté, nous sommes très sélectifs et peu permissifs quant à nos formes d'existence. Quand je dis très sélectif et peu permissif, dans le fond, le deuxième point et le troisième point se rejoignent parce que nous nous prostituons à être ce que nous croyons devoir être et nous nous perdons de vue dans ce que nous sommes vraiment. Euh, je t'ai parlé dans plusieurs épisodes à quel point j'étais devenue une prodigieuse hypocrite pendant une bonne partie de ma vie, qui fait que je suis une amoureuse de l'authenticité depuis 10 ans et que je l'enseigne avec dévotion, pour ne pas dire acharnement. Euh, euh, lorsque on se, on se donne à ce qu'on croit devoir être, euh, des fois c'est par choix, mais d'autres fois c'est parce qu'on c'est les seules choses qu'on croit pouvoir être. Euh, cette cette aptitude-là, cette facilité-là que la société a amenée, où est-ce que il est très peu permis d'être soi-même, qui est assez paradoxal parce que c'est quand on est nous-mêmes qu'on attire l'attention puis qu'on existe en tabarnouche parce que c'est quand on est maladroit, c'est quand on affirme une opinion qui dérange. Euh, je trouve, je trouve ça horrible, horrible de de vivre dans une société qui nous enseigne et qui valorise l'hypocrisie. Parce que c'est une prison. C'est un enfer que j'ai traversé puis que je souhaite à personne. Et c'est pour ça que mon podcast s'appelle La richesse des différences. Parce qu'on devrait être fiers de nos différences. On devrait avoir le droit d'être différent. Parce que c'est ce qui fait de nous des êtres spéciaux. Et c'est pour ça que se donner le droit est rendu un combat, alors que se donner le droit devrait être normal. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est sûr que dans le prochain épisode, qui est la différence entre le pleur et l'émoi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi je pleure autant aujourd'hui, parce que
Ce que je te dis présentement, puis ce que je te transmets comme valeur, c'est c'est l'espace par lequel je me suis détruit le plus. Je me suis brisé, anéanti. Parce que je dis que on veut tous arriver à exister, à être vu et entendu. Mais quand tu commets ce que ce que tu estimes d'irréparable ou de plus monstrueux, euh, tu arrives dans un espace où tu veux disparaître. Et ça va à l'encontre de notre âme. Ça va à l'encontre d'exister. C'est très cocasse ce qui se passe, ce que je vis présentement. Parce que quand ces feuilles-là, là, c'est deux feuilles, là. C'est très simple, c'est deux feuilles qui me donnent les grandes lignes de mon épisode. Puis, euh, quand je suis arrivée dans la portion témoignage, ma feuille était restée blanche. J'étais pas capable de savoir ce qui allait aller là. Et là, je le découvre en même temps que je tourne l'épisode. Fait que c'est très cocasse et ça me touche parce que, tu sais, quand je te dis que j'ai essayé de regarder entre les deux, entre se donner le droit et liberté d'être, ça a été très difficile parce que je voyais ça mince comme une feuille. Et ce qui est mince comme une feuille, ce qui est mince comme une feuille, c'est que, puis pourquoi c'est si mince que ça? Parce que je me suis donné le droit de bien des choses. De me faire du mal. De faire du mal à d'autres. C'était pas toujours par choix. C'était souvent par manque d'options. Mais puisque je n'étais pas dans la liberté d'être, et encore moins dans l'amour et le respect de moi, je me suis fait autant de mal dans les deux cas. Et ça, là, je vais te donner un exemple très concret parce que je veux vraiment que tu comprennes pourquoi ça me touche tellement. Parce que à l'époque où je croyais que j'avais aucune valeur, que mon estime de moi euh, était à peu près à zéro, euh, j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je me dis mon Dieu Seigneur, comment j'ai pu descendre aussi bas. Mais ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque où je les vivais, à l'époque où j'ai posé ces gestes-là, que ce soit de l'infidélité, que ce soit de blesser, de blesser des gens que j'aime par des comportements totalement inacceptables. Euh, à l'époque où j'ai agi de la sorte, ce manque d'options-là qui faisait que je ne savais pas. Dans l'épisode précédent, j'expliquais que lorsqu'on est égaré, lorsqu'on est en mode survie, lorsqu'on est dans l'impuissance, ou peu importe, lorsqu'on est dans cet espace-là, on ne se voit pas, OK? Et ce que j'essaie de t'expliquer aujourd'hui, c'est que à l'époque où j'ai eu des comportements, fait des gestes, dit des paroles impensables pour moi aujourd'hui, inconcevables,
que je me rends compte aujourd'hui, c'est que je ne savais pas, je n'avais pas appris, je ne m'étais pas entraînée et je ne savais pas que j'avais le droit de demander de l'aide. J'étais donc extrêmement maladroite pour dire j'ai besoin d'aide. Ce vocabulaire-là n'était pas dans mon dictionnaire. Ce qui faisait que, vu que j'avais pas la phrase, j'avais pas les mots, il ne me restait que mes comportements de détresse. Et bien sûr que des comportements de détresse, c'est des comportements démesurés. Euh, c'est des comportements de survie, là. C'est des comportements qui disent au secours. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, ben peut-être que jamais vu personne, on n'a pas vu souvent quelqu'un se noyer, là, mais est-ce que tu es capable d'imaginer quelqu'un en train de se noyer, mais de faire ça esthétiquement? Genre, au secours, je me noie, et de rester calme dans l'eau. Ça existe pas. OK? C'est la survie par défaut, c'est tout croche. Parce que c'est pas réfléchi. Donc, quand je dis se donner le droit, ben, je me suis donné le droit d'avoir des comportements complètement débiles, sauvages, euh, euh, qui n'avaient pas de bon sens, mais c'était pas un choix. J'étais en survie. Et cet espace-là où est-ce que je me vois aujourd'hui, que je me dis comment j'ai pu ne pas me voir dans mon état de survie. J'ai pas pu me voir parce que quand tu es en train de te noyer, tu dis pas ah tiens donc, je suis en train de me noyer. Non, tu réagis, tu es en mode réactif. Et cet espace-là où ce que tu es en mode réactif fait de toi quelqu'un de très maladroit. Fais juste prendre l'exemple, admettons, que tu es pressé, OK? Tu t'es maquillé plein de fois dans ta vie, tu t'es habillé plein de fois dans ta vie, tu as fait tes bagages plein de fois, tu as préparé ton sac pour aller travailler plein de fois. Mais pourquoi la fois que tu es pressé, tu es maladroit, tu le fais tout croche? Ben c'est ça version pimpée être en survie. T'es tellement maladroit, maladroite que tu fais des choses qui sont pas réfléchies. Tu as à peine la maîtrise de ton corps, tu as à peine la maîtrise de tes pensées. Donc, de faire un choix, c'est même pas une option, là. Quand tu es en train de te noyer, là, tu choisis pas, ah, ben là, je vais élargir mes bras, ça va être plus solide pour me retenir. Non, non, non. Tu te débats comme un diable dans l'eau bénite. Et ce mode survie-là qui nous fait nous égarer dans des comportements, euh, qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été en mode survie, fait qu'on se retrouve dans des espaces où est-ce que euh, l'inacceptable se produit. L'inacceptable, je l'ai commis. Je le raconte dans mon deuxième livre. Euh, je raconte aussi que je me suis détruite après avoir commis ça parce que euh, ça m'a pris, tu sais, ça m'a pris, l'acte s'est produit, ça m'a pris 8 ans avant de l'avouer à la personne à qui j'avais fait du mal. Et cette pendant ce 8 ans-là, je me suis tellement brisée intérieurement avec ma culpabilité puis ma honte que le 8 ans s'est terminé parce que mon corps était tellement magané. Je me suis posé des toutes sortes j'avais des symptômes physiques au niveau de mon système digestif, au niveau de mon système nerveux, j'avais des symptômes physiques, des douleurs aiguës au niveau du tronc,
J'ai eu des troubles au niveau de mon système reproducteur, un kyste ovarien de 4 cm et demi qui a éclaté, m'a dit ça fait un splash d'acide assez intense dans un corps. Un autre kyste à l'aine. En tout cas, cette zone-là était très souillée parce que bien sûr, ma bêtise, je l'ai faite sur le côté sexuel parce que c'était à l'époque là de dans le fond, c'était ma sexualité a vraiment été un espace euh, comment je pourrais dire ça? Euh, Comme si j'avais pas pu assez me détruire par ma sexualité, par le biais de l'agression sexuelle, j'ai remis du cremage début trentaine, j'ai remis du cremage assez intense là-dessus. Fait que c'est ma zone de mon système reproducteur, mon bassin, tout ça là, j'ai même eu une chirurgie à froid là. Fait que ça a été l'espace, je te dirais. Ça a été à la fois mon espace d'autodestruction par excellence, mais l'espace d'auto-émancipation aussi, parce que c'est par là que j'ai touché les profondeurs de la bassesse au niveau de mes comportements. C'est là que j'ai touché le fond au niveau de ma honte, de mon jugement de moi, de ma persécution. Donc, tu sais, c'est tout par là que ça s'est fait. Fait que ça a été un processus, là. Fait que, surprends-toi pas. Oui, c'est encore par là que j'ai fait la pire bêtise que je pouvais faire. Fait que, cet espace-là a fait que pendant le 8 ans qui a suivi l'acte, j'étais vraiment dans l'autodestruction émotionnelle. Puis je me suis brisée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après l'avoir dit, c'est ça qui est poche, c'est que quand après l'avoir avoué à la personne qui était concernée, parce que j'en pouvais plus de transporter ça en secret. Ça a tellement sorti tout croche parce que mon travail sur moi, mon pardon, je me l'étais pas encore accordé là. Donc j'étais encore dans l'auto-jugement puis donc je voulais juste là, tu sais, c'est comme si j'avais, je sais pas moi, j'avais la gale ou j'avais la lèpre, puis là que j'allais dire, ben si je le donne à quelqu'un d'autre, je l'aurais pu. C'était à peu près ça pour moi là que j'ai fait quand que j'ai essayé de me vider le cœur au bout de 8 ans. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ben, c'est qu'on a eu toutes les deux la lèpre pendant, par la suite, là, tu sais, c'était comme, et, et ça m'a pris un autre 8 ans pour me pardonner à moi ma connerie. Fait que cet espace-là, puis tout ce processus-là qui s'est fait en croyant que si je le disais, j'allais m'en défaire, ben la culpabilité, là, c'est nous qui nous l'infligeons. Puis cette cet outil-là, je te dirais, la culpabilité, là, c'est un des outils les plus destructeurs que moi j'ai expérimenté, en tout cas, euh, parce que ça nous lâche pas. Ça nous lâche pas. C'est un outil qui est beaucoup plus discret que si je m'aurais fait de l'automutilation. Mais c'est encore plus douloureux et c'est comme de la glu. Ça s'en va pas. Ça, ça colle. Ça nous hante à tous les jours, même quand on y pense pas, même quand on le fait pas. La culpabilité, c'est une espèce de glu qui siphonne ton énergie, qui siphonne ta capacité à te nourrir d'espoir, de joie ou de quoi que ce soit. C'est vraiment une glu là, qui écrase. Euh, Puis, tu sais, moi, en plus, c'était le lien le plus solide qui m'unissait aux gens. Là. Je sais pas si tu te souviens de l'épisode 1 où je parle de l'amour versus aimer, là, que, tu sais, quand on s'unit par un lien, ben, moi, mon lien le plus solide, c'était la culpabilité. Fait que, la culpabilité, l'impuissance et la tout ce qui siphonne, là, dans le fond. Mais, tu sais, c'est moi que je siphonnais. Puis quand je dis que je me faisais du mal autant quand je faisais du mal à moi que quand je faisais du mal aux autres. Ben oui, parce que c'est la culpabilité. Quand j'étais infidèle, là, avec mes anciens chums, là, ils savaient même pas. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont su, là. J'étais malheureusement une bonne infidèle. Donc,
parce que mon système de valeurs était à zéro. Fait que la culpabilité, là, j'étais comme, ah, ça goûte plus rien, ça pèse plus rien. J'étais rendu capable de ne plus sentir à quel point la culpabilité me faisait du mal par en dedans. J'étais rendu comme imperméable. Quand ton système de valeurs est à zéro, tu deviens comme imperméable à ces sentiments-là de culpabilité, de honte, d'impuissance, blablabla. Donc, j'étais rendu comme imperméable. J'avais réussi à me faire croire, parce que c'est là que ça se passe. Tu sais, c'est dans la tête là, que la folie s'installe. Fait que j'avais réussi à me faire croire que c'était pas grave, que ça me faisait pas de mal, puis que ben il le sait pas, ça lui fera pas de mal. Mais la culpabilité, dans la glu là, elle coulait puis elle faisait ses dommages par en dedans. Et elle nourrissait le hamster qui disait tu vaux rien, t'es de la marde. Et ça vide, ça crée un vide immense à l'intérieur. Donc cet espace-là de manque de respect de moi. On dit souvent que quelqu'un d'infidèle, il manque de respect à l'autre. C'est rien. Se manquer de respect envers soi, je suis une personne qui aime. Je suis une grande romantique. Je suis une personne qui aime aimer. Je suis une personne aimante. Donc, comment je pouvais être dans un espace où je manque de respect à quelqu'un d'autre en lui étant infidèle? Tu sais, aujourd'hui, tu sais, je suis fascinée parce que ça fait quand même 21 ans que j'étais avec mon chum, puis tu sais, crève que je suis contente, tu sais, je repense à quand je l'ai connu, puis que c'était la première fois que je refusais une infidélité, ce que ça l'a fait à l'intérieur de moi. La première fois, tu sais, ça faisait peut-être, je sais pas, moi, ça faisait pas tellement longtemps, là, même peut-être 6 mois, je sais plus. Ça faisait à peu près 6 mois que j'étais avec mon chum, peut-être 4, peut-être 8, je sais pas. Mais en tout cas, ça faisait pas un an que j'étais avec mon chum. Donc, c'était pas encore du béton, mais on s'aimait, puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose de particulier qui était pas là avant. Et j'ai eu l'occasion de dire non à une infidélité. Et c'était la première fois que je le faisais. Parce que j'avais grandi dans un milieu où l'infidélité était tellement normale que je savais même pas que c'était une question qui se posait. Fait que j'ai dit non pour la première fois, là. Je me suis sentie, là, je me suis sentie tellement fière de moi. Parce que je choisissais de construire une relation sur d'autres choses que de la souffrance. J'étais fière de moi. Je savais pas sur quoi j'étais en train, tu sais, j'étais pas consciente à ce moment-là. C'est un choix qui s'est fait, je sais même pas pourquoi ni comment. Ça s'est fait comme par magie, pouf, j'ai dit non. Et, tu sais, j'ai même pas dit non pour être fière, j'ai même pas dit non par choix, c'est comme ça l'a dit non. Je sais pas qu'est-ce qui a dit non, mais il y a quelque chose qui a dit non. Probablement mon âme en avait plein le cul de que je me fasse du mal, ou je sais pas, j'ai peut-être eu un coup de main du divin, je sais pas. Mais j'ai eu l'élan de dire non, que j'ai comme senti en dedans, là, il y avait quelque chose qui disait, c'est pas une bonne idée, là. Tu sais, probablement que j'avais fait un choix de vivre d'autres choses sans être consciente que mon choix de vivre d'autres choses, de vivre une vraie relation d'amour saine, incluait la fidélité. Tu sais, j'en prends conscience en même temps que je te le raconte. C'est vraiment ça qui s'est passé. J'avais fait le choix. Puis c'est vraiment, ouais, si je recule dans le temps, là, je me souviens, parce que mon chum, je l'ai rencontré, je rouvre une autre parenthèse. J'arrête pas les parenthèses aujourd'hui. Mon chum, je l'ai rencontré sur un site internet de rencontre. Et pourquoi j'étais sur un site internet de rencontre? Parce que je commençais à sortir de la maladie mentale. Tu sais, j'étais en train de commencer à m'en sortir, puis je me disais, ben, si je veux m'en sortir solidement de l'autodestruction, la vie de débauche et tout ça, ben si je veux m'en sortir, je dois refaire mon cercle d'amis. Fait que j'étais en train comme de laisser aller mon cercle
sociale progressivement, mais pas pour me retrouver seule. Donc, je me suis dit, je vais rencontrer du monde par Internet pour faire des choses que j'aime, parce que, bon, j'aimais faire du ski, jouer au billard, écouter des films, aller au cinéma. Donc, j'avais plein d'activités que je voulais faire. Fait que je vais rencontrer du monde par Internet, du monde avec qui j'ai des affinités, pour avoir quand même des activités plus saines que de la débauche, de la beuverie, puis tout. Et c'est là que j'ai rencontré mon chum. Fait que quand j'ai rencontré mon chum, ben mon choix était fait là. J'avais dit je veux changer de vie, je veux changer de cercle social, je veux rencontrer des gens pour avoir des relations saines, mais je savais pas ce que c'était. J'avais fait un choix que je savais pas qu'est-ce que ça incluait. Quand on fait des choix là, puis c'est ça souvent ça déboule. Quand on fait des choix sincères, ben on se retrouve à inclure tout ce que ça inclut, et ça incluait la fidélité que je ne savais pas quand j'ai fait le choix, je veux changer mon cercle social. Fait que ça s'est fait comme par magie, parce que ce choix-là était sincère envers moi. Je voulais vraiment sortir de l'autodestruction, arrêter de me faire du mal, arrêter de faire du mal autour de moi, malgré que ça a été quand même plus tard que mais quand même. Fait que je savais pas et j'ai découvert. Fait que quand ça l'a dit non, quand j'ai refusé l'infidélité, c'est comme je me suis prouvé la sincérité de mon choix. Puis là, je te le dis en même temps que c'est vraiment ça qui s'est produit. Fait que ce plein-là qui était à l'intérieur de moi, c'est comme si j'avais fait un choix sans voir tout qu'est-ce que ça incluait. Puis là, j'étais arrivée, je me suis prouvé la sincérité de mon choix. Et ça m'a tellement, mais tellement rempli, nourri. Je me suis sentie comme gonflée, comme si je prenais une grande respiration, une grande bouffée de lumière qui m'habitait. C'est vraiment magique ce qui s'est passé. Puis c'était si fou, là. Tu sais, ça a duré une fraction de seconde. Dire non, c'est pas la mer à boire, là. Mais ça m'a tellement rempli que je me rappelle même plus ce qui s'est passé après, tellement j'étais bien. Puis je me rappelle plus du reste de cette journée, soirée-là. Je me rappelle juste, j'ai dit non. Puis tout le bien que ça m'a fait. Puis c'était tellement extasique que j'ai perpétué ça. Puis aujourd'hui, ça fait 21 ans que j'étais avec cet homme-là. Puis je suis tellement contente d'avoir fait ce choix-là parce que notre relation est basée sur d'autres choses que la culpabilité, sur d'autres choses que je connaissais pas à l'époque, mais une complicité incroyable, et ça passe par la porte de la confiance. Puis c'est quelque chose que je connaissais pas parce que j'avais pas connu euh, des amitiés durables, parce que on déménageait tellement souvent quand j'étais petite. J'avais pas connu grand chose de durable, et donc j'avais pas connu c'était quoi pouvoir faire confiance, et étant donné que je pouvais même pas avoir confiance en moi parce que je savais que j'étais une traître, que j'allais me faire du mal n'importe quand. Donc je savais pas que c'était quoi de d'être de pouvoir faire confiance, mais encore plus ce qui fait bon, c'est d'être digne de confiance. Et c'est ça qui m'a fait tellement du bien. C'est c'est peut-être aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la semence de mon amour de moi. J'ai choisi de croire que je pouvais être digne de confiance, et ça fait 21 ans que je me prouve que je suis digne de confiance. Et j'y suis arrivée par le simple choix sincère, on s'entend, de changer de vie et de cesser de me faire du mal. C'est intense aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as de l'eau avec toi ou quelque chose. Mais en même temps, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir partager ça avec toi, parce que
souvent on fait de la culpabilité parce qu'on fait du mal aux autres, mais on voit pas derrière que c'est à nous qu'on fait du mal. Fait que si ça peut t'aider à mieux te voir, à mieux te rapprocher de toi, puis à remplacer ta culpabilité par de la proximité, comme j'ai fait, ben tant mieux. Puis c'est ce que je te souhaite vraiment. Et si t'as rien à te reprocher, ben c'est encore mieux. Mais tu pourras dire à des gens qui pourraient avoir besoin de ça, ben d'écouter cet épisode-là parce que c'est vraiment on sort de l'espace où est-ce que on se fait du mal. Alors, l'espace témoignage est terminé. Maintenant, je t'amène concrètement la différence entre se donner le droit et la liberté d'être. J'espère que tu commences à y toucher un petit peu plus par le biais des témoignages que je t'ai livrés, parce que c'est tout là que ça se passe. OK? Se donner le droit. Se donner le droit, je définirais ça, donc ma définition, encore une fois, c'est la mienne. La différence entre se donner le droit et la liberté d'être, c'est que se donner le droit, c'est une absence de frein. OK? C'est agir en fonction d'un choix ou par manque d'options. OK? J'ai ajouté par manque d'options, là, parce que oui, des fois, on a l'impression qu'on fait un choix quand on se donne pas le choix. OK? Mais c'est un choix pareil. OK? Fait que quand on a l'impression de ne pas avoir choisi, c'est souvent parce qu'on n'avait pas d'autres options, c'est par manque d'options, donc ça peut être la survie qui a fait embarquer ça. Donc, se donner le droit, ça veut dire une absence de frein, c'est agir. OK? Donc, se donner le droit de faire quoi que ce soit bien, que ce soit mal, on agit. On se donne le droit. OK? Tandis que la liberté d'être, c'est l'absence de jugement. C'est permettre à ce qui est d'être requis ou d'avoir sa place sans savoir en quoi c'est pertinent. Et là où ça se précise, c'est que c'est une forme d'amour inconditionnel. Donc, la liberté d'être, je t'amène ça dans le concret. J'ai fait une grosse bêtise, début de trentaine, là, je me souviens plus exactement. Début trentaine, genre 30, 31 dans ce coin-là. J'ai fait une grosse bêtise qui, pour moi, là, dans mon système de valeurs, si j'avais pas été dans un niveau de détresse aussi débile, dans mon système de valeurs, ça passe pas, ça se fait pas, OK? Puis aujourd'hui, aujourd'hui, ça se fait pas encore, OK? Donc, je me suis donné le droit de faire quelque chose qui sortait de mon système de valeurs. Par manque d'options. OK? Ma liberté d'être, je me la suis livrée 16 ans plus tard, lorsque je me suis reconnue dans mon besoin, je me suis reconnue dans ma détresse et je me suis accordé mon pardon d'avoir fait la connerie. Donc, la liberté d'être, ça veut dire je me reconnais, je me vois, je m'entends et je choisis de m'aimer malgré. OK? Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un amour inconditionnel. Ça veut dire que je me suis accordé mon pardon qui a fait que aujourd'hui, c'est dans un livre, j'en parle, il y a des gens qui savent. Donc, c'est la liberté d'être, ça veut dire que je permets à ce qui a été que ce soit requis parce que c'était dans le fond du baril que j'ai accédé à mon amour inconditionnel. Puis quand je parle de ça, la question monte toujours. T'étais-tu obligé d'aller dans le fond du baril pour arriver à t'aimer de manière inconditionnelle? Puis je suis comme, j'ai tellement envie de dire, j'étais pas obligée. Puis en même temps,
Puis c'est là le challenge, c'est que tout dans la vie existe par le biais de sa différence. Et dans le cas de l'amour inconditionnel, euh, l'amour inconditionnel exige de se retrouver dans un espace que l'on estime non aimable, inadmissible, qui ne devrait pas exister. OK? Fait que, comment j'aurais pu me prouver que je m'aime de manière inconditionnelle et que je me pardonne tout ce que j'ai pu être, tout ce que je pourrais jamais être, c'est en étant arrivé dans l'espace où l'inacceptable s'est vécu. Fait que je le sais pas, OK? Je vais dire je le sais pas. Je vais continuer de nourrir le doute parce que c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle de toucher le fond où est-ce qu'on se méprise, où est-ce qu'on fait de soi un monstre, où est-ce qu'on se déteste, où est-ce qu'on se juge, là, mais un jugement au fer rouge, là, t'as pas de bon sens. C'est vraiment là, que j'étais, là. Euh, euh, je me suis reniée moi-même. C'est pour ça que j'ai tellement bien compris que ma sœur me renie par la suite, mais quand même, je me suis reniée moi-même. Dans l'espace où tu te renies toi-même, là, ça exige un jour que tu t'accordes ta sortie de prison, là. Puis ce que ça l'a exigé de moi, c'est 16 ans de torture physique et mentale et émotionnelle pour que je finisse pour m'accorder mon putain de pardon dans la reconnaissance de la détresse dans laquelle j'étais. Puis c'est ce qui a fait que c'était tellement difficile parce que ça a tellement été long que je vois la détresse dans laquelle je me trouvais que je pensais que je l'avais voulu, je pensais que j'avais fait exprès, je pensais que je m'en foutais. Tu sais, puis en plus, non seulement mon niveau d'estime était dans la cave, là, était au plus bas, là, mais en plus, j'avais un verre dans le nez. T'imagines-tu, tu donnes, c'est comme si tu donnais une Ferrari à chauffer à un enfant, puis tu lui donnais un petit verre de boisson pour enlever le stress. Vas-y. Tu sais, c'était comme, j'avais tout ce qu'il fallait pour sombrer dans une bassesse innommable. Fait que, d'arriver à constater que pendant une bonne partie de ma vie, je dirais 10 à 15 ans de ma vie, je cherchais, étant donné que mon niveau d'estime de moi était très bas à cause de l'agression sexuelle, j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie à trouver des façons de prouver que je valais rien. Donc, que ce soit par mes comportements, puis là, ben, quand t'as ton diagnostic de bipolaire, c'est comme si t'as un certificat de débile approuvé, là. Puis, dans ma tête, à l'époque, là, je dis pas que c'est ça, là, mais à l'époque, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. J'avais mon certificat de débile qui a le droit de l'échapper parce qu'elle est malade mentale, là. Tu sais, je l'ai vraiment vécu comme ça à l'époque, là. Et cette débile mentale-là, elle avait en plus de l'alcool puis de la drogue à porter, là. Donc, j'avais toutes les excuses du monde pour continuer à me prouver que j'étais un rebut de société. Fait que cet espace-là, qui était hautement inconscient, hautement de la survie, parce que c'était la seule forme par laquelle j'arrivais à exister, c'était la monstruosité. Donc, tout ça a fait que j'ai eu des comportements démesurés envers mes amis, envers mes chums, envers ma famille, envers tout le monde qui m'entourait, qui avait le courage de m'entourer malgré ma bêtise, ma folie. C'est drôle, je suis en train d'écouter une série sur Netflix qui a une fille qui a des comportements similaires, puis je suis comme, tu sais, je me vois un petit peu dans elle, puis je suis comme, oh my God! Tu sais, jusqu'où elle va aller dans sa bassesse d'autodestruction, de s'auto-traiter comme de la merde. C'est vraiment fascinant. C'est comme si je rejouais ma vie par le biais de l'écoute de cette série-là qui est Love, je sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment particulier comme émission. Fait que cet espace-là a été mon parcours d'apprentissage de l'amour inconditionnel. C'est ça qui est fascinant parce que
L'amour inconditionnel se trouve dans les bas-fonds du manque d'amour inconditionnel. Ça voulait dire que je mettais même pas le doute que je pouvais être aimable ou aimée ou que c'était une bonne idée, que j'aille une valeur quelconque, là. Fait que c'est vraiment particulier, c'est paradoxal, et c'est pour ça que j'accompagne les gens dans cette zone honteuse-là. C'est pas pour rien que plein de monde, ils rentrent dans mon local, puis ils me disent, ça, j'ai jamais dit ça à personne. Ben, cet espace-là est l'espace d'amour inconditionnel. Et on veut pas y aller parce qu'on veut pas revivre la honte, on veut pas se sentir mal, on veut pas que ça torture, on veut pas que ça, on veut pas s'en vouloir, on veut pas juger. Fait que, mais c'est là qu'on va faire le choix un jour, c'est là que moi j'ai fait le choix un jour de dire, ben crève, c'est pas parce que j'ai fait ça un jour que je suis une ordure toujours. Et ça nécessite qu'on le fasse un jour, ce choix-là. Ça m'a pris 16 ans, pour ne pas dire, ouais, c'est ça, oui, c'est le même temps. 30 ans. 30 ans, parce que ça remontait quand même à l'agression sexuelle, parce que dans le fond, la connerie que j'ai faite à 30 ans, ça faisait déjà 15 ans que je traînais l'agression sexuelle, puis que ça a juste comme pimpé mon autodestruction que j'avais enclenchée à l'âge de 15 ans. Fait que ça, tu sais, ça a pris 30 ans, dans le fond, à toucher le fond pour aller me livrer mon amour inconditionnel qui se résume au choix de dire tu n'es pas une merde, tu as le droit d'être aimé et c'est pas parce que tu as fait une connerie un jour que tu es ça toujours. Et ce qui est génial, qu'on oublie de considérer, c'est que plus les conneries sont grosses, d'habitude, là, on les refait pas. OK? Puis on oublie ça. On oublie ça. Que quand on, par définition, quand on découvre une limite, que ce soit au niveau de notre système de valeurs, que ce soit au niveau de nos capacités physiques, mentales, émotionnelles, on s'en fout. Découvrir une limite, par défaut, c'est un échappé. Par défaut, c'est une surprise. Par défaut, c'était pas prévu. Par défaut, on le sait pas. On découvre une limite. Et moi, quand j'ai posé ce geste-là, j'ai découvert la limite de mon système de valeurs. J'ai découvert la limite de mon amour, de moi et de la bassesse que je pouvais atteindre. Je pouvais plus faire pire là, dans ma tête. Fait que, en pouvant plus faire pire, ben ça a été comme je suis faite à l'os, je suis restée là, dans marde, trempée là-dedans pendant un bout, puis à un moment donné, j'ai fait comme hey, je peux plus faire pire. Et si je faisais mieux? C'est pathétique, mais c'est ça. Puis, en même temps, tu sais, il y en a qui vont vivre la honte. Moi, j'ai vécu la honte dans une connerie que j'ai faite, mais il y en a pour qui faire faillite, il y en a pour qui l'infidélité, c'est la chose la plus honteuse pour eux. Tu sais, le système de valeurs est gradué différemment. On peut toucher le fond par une prise de poids démesurée. Mettons, je sais pas, moi, je me mets à manger, puis là, j'atteins un poids, je sais pas, moi, 250, 300 livres. J'atteins 300 livres, puis c'est la zone par excellence que j'arrête de m'aimer et que je touche le fond. Chacun a sa forme de fond, de tonneau à lui. Cet espace de honteux-là où est-ce qu'on se dit je serais pas capable de l'aimer sur quelqu'un d'autre et c'est encore moins acceptable pour moi. Donc, cette zone-là où on estime être non aimable peut prendre toutes sortes de formes. Donc, c'est la fréquence de la honte. C'est une fréquence à haute densité, ça veut dire crispation corporelle et densité extrême où est-ce que l'âme a envie carrément d'être éjectée, comme quand on serre quelque chose trop fort. Donc, c'est un espace extrêmement honteux où on se sent très, 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 très petit, minable, seul, perdu, isolé. Donc, c'est tout ça là qui se vit dans l'espace honteux. Et moi, étant donné que non seulement je suis allée là, mais que je sais le trésor qu'il y a dans ce sous-sol-là de 250 000 pieds de profond, là, ben, moi, ça me fait plaisir d'accompagner des gens pour pas les convaincre qu'ils sont aimables. Juste semer le doute. Juste semer le doute pour qu'une graine
puisse germer. Parce que c'est ça qui me fascine et c'est ça qui fait que, tu sais, j'adore le one-on-one, même si j'ai mon école, ça se fait en groupe, j'adore le one-on-one parce que dans ce sous-sol-là, là, ce qui se passe, c'est magique. Ce qui se passe est tellement unique et spécifique à chaque personne que je suis tombée en amour avec l'espace des profondeurs et que je me révèle maintenant comme une spécialiste des profondeurs parce que j'aime cet espace-là où est-ce qu'on peut aller semer une graine de doute qui va pouvoir germer, puis faire comme le haricot magique, puis qu'on va pouvoir grimper dessus, s'accrocher après solidement et croire qu'on a notre place, qu'on mérite d'être aimé et qu'on n'est pas une merde. Euh, pour avoir fait le parcours, pour avoir fait le parcours, je sais à quel point on a besoin d'être accompagné dans cet espace-là, puis je me sens privilégiée d'avoir ce qu'il faut pour y aller, de pas avoir peur de ces affaires-là. Je sais pas si tu as vu le film Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves est un film extraordinaire visuellement, mais au niveau émotionnel, là, c'est wow! Et c'est ce qui se produit entre ces deux âmes-là. Les profondeurs ne se naviguent plus seules. Et c'est vraiment magique. J'ai écouté ce film-là, je sais plus combien de fois. C'est vraiment magique ce qui se produit. Puis c'est ce que j'ai le plaisir de pouvoir faire avec ma clientèle, c'est de les accompagner dans ces profondeurs-là où est-ce que s'il y a une place qu'on n'a pas envie de se sentir seul, c'est là. Pas pour dire sors de là, c'est de la merde. Non, 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 pour dire regarde, si t'as besoin d'être là une journée, si t'as besoin d'être là 10 ans, là, tu seras pas seul. Tu seras pas seul. C'est juste ça qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir qu'on n'est pas seul. Et souvent, c'est ce qui suffit à semer le doute qu'on n'est pas une merde. Je me remets à l'ordre après m'être emportée dans cet espace d'amour immense que je me suis livrée un jour. Je me rappelle que c'était une journée au mois d'août. J'étais dehors, il faisait beau, c'était magnifique. Je me berçais dans ma cour, puis je contemplais comment on s'était fait un beau milieu, moi puis mon chum. Puis j'étais en train de lire un livre et ça a fait pop. Je me suis pardonnée, ça a été très intense, très... Wow! Je me rassis dans cette chaise-là assez souvent. Alors, je t'amène maintenant un incitatif d'intégration. Ça veut dire quoi? Je t'invite vraiment à vivre une mini-expérience de ça. T'as coup que ça ferait pouf, que ça ferait pop toi aussi. Donc, pour arriver à faire la différence vraiment entre se donner le droit, donc ça veut dire c'est se donner le droit, c'est dans le faire et l'être, donc c'est agir. Et la liberté d'être, c'est ce qui est et faire le choix de reconnaître la légitimité de ce qui est, indépendamment de sans savoir en quoi c'est pertinent. Ça avait sa pertinence, ma connerie. Mais c'est sûr que je me suis torturée avec ça pendant 16 ans, là. C'est fou, là. OK? Donc, comment tu peux commencer à accéder à cet espace-là qui est très mince entre les deux, mais qui fait toute la différence? Investigue je peux pas. OK? Quand on peut pas faire quelque chose, ben, des fois, ça peut être une expérience sans conséquence et tu vas aller accéder à peut-être ta maladresse et tu vas avoir à te déposer l'amour sur ta maladresse. La même chose avec investigue il faut pas. Parce que les il faut pas, c'est encore une fois un espace de challenge. Si ça te fait peur d'y aller, ben qu'est-ce que tu as peur en réalité? Tu as peur du jugement, tu as peur de la persécution, tu as peur des conséquences. Donc, investigue toutes tes je peux pas ou il faut pas pour être capable de te voir qu'est-ce que tu as peur d'expérimenter
pour être capable de te gérer dans ton choix, de t'aimer dans « j'expérimente des nouvelles choses sainement ». Et lorsque tu auras mis tes deux listes, tu peux pas, puis il faut pas, ou il faut, là, on s'entend, je t'invite à te poser la question, qui a émis la règle ou les règles et pourquoi ce serait pas permis? OK? Donc, en allant dans cet espace-là, où est-ce que tu vas te donner le droit, donc tu vas te donner le droit de faire, de dire, d'être, OK? Et tu vas constater que c'est plus la conséquence que tu as peur et dans la majorité des cas, ça va être souvent la conséquence de tu vas t'estimer non aimable ou tu vas arriver dans un espace où tu ne t'aimeras pas, soit parce que tu n'es pas capable, soit parce que tu manques de connaissances, soit tu as peur que les gens le sachent, te jugent. Tu sais, c'est tout un espace d'auto-persécution. OK? Donc, c'est vraiment là. Donc, tous ces espaces-là, où est-ce que il y a un gap entre se donner le droit, donc pouvoir agir, versus la liberté d'être, je suis capable de m'aimer, peu importe. C'est ça qui résume là l'émission, là. OK, je peux faire n'importe quoi. Je vais-tu arriver à m'aimer? Non. Bon, ben, c'est pas de la liberté d'être. OK? Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Donc, tous ces comportements-là peuvent venir de trauma, de peur. Ça peut être du transgénérationnel. OK? Ça a des conséquences. Et souvent, on va avoir des comportements, notre système nerveux est coincé dans ces espaces-là et ça a des conséquences au niveau de nos expériences, puis on va souvent vivre des schémas répétitifs, là. Donc, si tu es dans cet espace-là, ça, c'est vraiment en consultation privée. L'école va difficilement... tu sais, on règle la bébite avant d'aller à l'école, OK? Donc, c'est vraiment, c'est en consultation que moi, je vais pouvoir aller chercher les réponses très, très, très facilement pour t'aider à sortir de là. Pourquoi très, très, très facilement? Parce que si ton point d'adhérence, là, ce qui est coincé dans ton corps au niveau de ton système nerveux est dans justement les basses fréquences les plus sombres, où est-ce qu'on n'a pas envie d'aller, ben moi, je suis capable d'y aller, qui va faire que tu n'auras pas besoin d'y aller peut-être, là. OK? On va pouvoir aller dénouer sans que tu revives ou revoies. Parce qu'il y en a qui sont venus me voir, puis il y avait un schéma, mais ils se souvenaient pas de l'expérience traumatisante parce que notre cerveau a la capacité de mettre un cover là, de nous cacher des expériences traumatisantes. Mais moi, je suis capable d'aller chercher le traumatisme, aller chercher les réponses, puis la clé pour sortir de là, sans que tu aies besoin d'aller jouer dans cette boîte-là. Là. Fait que ça aussi, c'est super pratique là, de pouvoir procéder comme ça. Fait que c'est vraiment, ça, c'est en consultation privée là, que je vais pouvoir t'aider avec ça. Alors, je termine avec notre super mantra du jour. Puisque je suis la seule personne à savoir pourquoi je fais ou dis des choses, je m'accorde ma liberté d'être par amour pour moi. Un petit mantra très simple, mais qui fait toute la différence. Je le répète, puisque je suis la seule personne à savoir pourquoi je fais ou je dis des choses, je m'accorde ma liberté d'être par amour pour moi. Donc, la liberté d'être, c'est l'amour inconditionnel, sans parfois savoir en quoi c'est pertinent, ce qui se dit ou ce qui se fait. Alors, je t'envoie le plus gros câlin du monde. Je te remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure-là où j'ai retouché à des espaces profonds que j'étais contente de pouvoir partager avec toi parce que si ça peut t'aider, toi, à sortir des profondeurs, ben tant mieux. Fait que je te remercie d'avoir tenu bon à cet épisode-là, haut en émotion, et je t'envoie le plus beau câlin du monde. Je t'invite vraiment à partager. C'est un épisode précieux de proximité, d'amour de soi. Fait que je te remercie pour tes petits pouces, je te remercie pour tes commentaires à l'avance et je te remercie infiniment pour ton partage. Je te souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine. On se parle, on s'entend. Je sais pas trop quoi utiliser parce qu'il y en a qui écoutent en audio, là. Mais tu vas avoir la chance de me réentendre.
la semaine prochaine avec l'épisode sur le pleur versus l'émoi. Donc, je vais vraiment démystifier les subtilités qu'il y a autour de ça. Qu'est-ce qui fait que, justement, je retiens plus jamais aucun pleur parce que les émois sont si précieux. C'est ce que tu vas pouvoir découvrir la semaine prochaine. Je te souhaite une belle semaine et je t'envoie un gros câlin. Bye bye.